Bien, bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir d'être là encore. On était au dernier festival. Je trouve très sympathique cette salle. Et bon, moi, je suis maître de conférence à Sorbonne Université. Je travaille sur les cinémas brésiliens. Et donc, mon rôle, c'est d'introduire les films. Mais je préfère voir les films, mais il faut quand même vous donner quelques détails. Ensuite, discuter un peu avec Émilie. Alors, 2006, les Jeux Olympiques, 2016. Alors, c'est un peu un moment très, très charnière parce que c'est un moment où il y a la destitution de Dilma et elle n'y est plus. Alors, elle est encore présidente, elle n'est pas encore destituée, mais elle était en fait mise de côté pendant 180 jours. Et finalement, au mois d'août, elle va être destituée de la présidence. Donc, c'est un moment très charnière au Brésil. Et en effet, on peut penser les Jeux Olympiques aussi, mais également la Coupe du Monde comme un cadeau au moment, ça date de 2009, au moment où le Brésil était le pays du futur partout, etc. Là. Et donc on était dans les vaches grasses. Et là on est rentré dans les vaches maigres, très très maigres même. Et donc voilà, donc c'est un moment charnière et je me suis posé beaucoup de questions. Alors en regardant, Marianne m'a parlé de films. Et j'ai dit, mais c'est qui a fait ces films? Je ne connaissais pas du tout. Voilà, je me suis dit, c'était un Brésilien. Et je me suis posé ça la question et j'ai découvert qu'il était québécoise. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Et du coup, je me suis dit, j'ai regardé les films, je me suis dit, comment ces regards. Et aujourd'hui, il y a tout un débat au Brésil de l'endroit de la parole. Voilà, donc je trouve qu'il y a tout un débat au Brésil assez important dans l'université. Et en effet, et on a discuté sur ça, je n'ai pas senti ton regard comme externe. Et donc c'est un projet magnifique que vous allez regarder aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais faire une bonne introduction. Mais d'abord, je pense qu'ensuite il y a d'autres discussions sur les jeux en général. Mais l'idée du Brésil, elle parle très très bien le portugais. L'idée de ce documentaire, comment ça a apparu, ta relation avec le Brésil, parce que ton cœur est à Rio, tu dis ça dans ta présentation, et tu te présentes aussi comme réalisatrice nomade. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette belle invitation. Je suis vraiment honorée d'être ici. Je suis arrivée de Montréal hier matin. Alors, d'abord, je veux faire les remerciements, puis après ça, je vais parler un petit peu de la démarche. Merci beaucoup au comité de programmation du festival d'avoir choisi le film. C'est vraiment un honneur. Merci à l'Institut des Amériques pour la belle invitation et merci au Cinéma Le Studio de nous recevoir ici. Voilà, j'espère que je n'oublie personne. Et merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présents. Voilà. Alors, je m'appelle Émilie Beaulieu-Guérette. Je suis évidemment québécoise, même si je ne veux plus le cacher, vous avez rien. Et voilà, je suis partie à Rio pour la première fois en 2006 et ça a été le grand coup de foudre pour cette ville. Et à partir de là, j'ai habité pendant 2 ans d'affilée avant de venir ici à Paris. C'est pour ça que je le dis dans ma biographie que je suis une réalisatrice nomade. Et j'ai fait un master d'anthropologie à l'École des études en sciences sociales. Donc je le mentionne parce que c'est intéressant de revenir au campus Condorcet. Et vous allez sentir très probablement le regard ethnographique de ce film. Donc par la suite, je suis retournée à Montréal pour étudier le cinéma documentaire. Et là, j'ai eu, là on est comme en 2012 à peu près, et Rio, le Brésil est en pleine préparation de la Coupe du Monde, d'abord de la FIFA qui a eu lieu en 2014. Et il y avait déjà beaucoup de mobilisation citoyenne autour de l'organisation des méga événements sportifs à venir. Rio étant particulièrement touché parce que non seulement il y a eu la Coupe du Monde, mais ensuite les Jeux Olympiques, donc ça a été vraiment beaucoup de transformations urbaines, 22 000 familles expropriées pour ces méga événements-là. Donc j'ai été interpellée tout simplement comme citoyenne en fait et comme personne qui aimait beaucoup cette ville et vraiment le film parle d'une certaine indignation de comment ces méga événements sportifs ont été imposés dans la ville de Rio et aussi vraiment de mon amour pour cette ville et cette culture. Donc ça je voulais quand même
une déclaration d'amour. Et donc, j'ai tourné le film en 2016, donc ça faisait quand même une dizaine d'années que j'avais une relation assez proche avec la ville de Rio, d'où cet accent, peut-être. Il me dit que j'ai moins d'accent en portugais qu'en français. Alors, je vous laisse découvrir le film et la rencontre avec les habitants du squat IBGE. C'est un ancien, en fait, c'est intéressant, l'IBGE, c'est l'Institut brésilien de géographie et statistique. Donc, c'est un édifice qui avait été abandonné par le gouvernement fédéral parce qu'au milieu des tirs, en fait, entre la police et les favelas, c'est devenu dangereux pour les employés, les fonctionnaires, finalement, qui sont déménagés ailleurs. L'édifice a été abandonné autour de 2000 et on a tourné le film en 2016. Et le punch que vous ne verrez pas dans le film, c'est que le squat a été démoli 2 ans après. Donc, spoiler. Mais voilà, on se retrouve après le film pour en discuter. Encore une fois, merci beaucoup et bonne projection. Bon film. Eh bien, merci beaucoup pour ton film. Et donc, je vais lancer les questions et ensuite on va essayer de discuter tous, nous trois et vous, l'assistance. Je pense que vous avez pas mal de questions à poser après ces films. Les points de vue, hein, donc vraiment ça c'est clair, hein, c'est les points de vue de voir les Jeux olympiques de l'autre côté de la barrière. Alors, je vais te poser une question assez cinématographique parce que je sais par la suite il y a des questions plutôt sociales. Tu filmes l'espace d'une manière, donc les IBGE, hein, cet institut, il est un personnage à part entière. Et ces moments, et on a parlé, tu disais, ces moments morts, c'est long, mais je pense que ces moments, ils sont très intéressants parce que ça donne la dimension de cet espace. Et ça me vient toujours l'idée de filmer l'espace, les gens, l'histoire, ensemble. Est-ce que tu peux parler de ces processus de penser à filmer cet espace, comment ça s'est passé, la production, venir regarder l'espace? Est-ce qu'il y a eu du temps pour faire ça? Parce qu'on a bien compris qu'il y avait des balles à droite et à gauche, de temps en temps, et vous ne veniez pas. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces processus avec ces regards vis-à-vis de l'espace? Oui. Effectivement, comme tu l'as dit, on a vraiment traité l'édifice comme le personnage principal, en fait, du film. C'est pour ça aussi que c'est un film choral, parce qu'il y avait quand même une centaine de familles qui habitaient dans le squat et chacune avait son expérience du lieu, tout ça. Donc, c'était important, pour moi en tout cas, de donner la voix à plusieurs personnes. En fait, ça a été un peu un concours de circonstances de se retrouver à l'IBGE parce que j'avais fait beaucoup de recherches et en fait, le film devait être tourné dans un autre squat. Mais comme ce sont des lieux, comme vous l'avez, j'imagine, ressenti, c'est des lieux qui sont assez précaires et où tout peut changer d'une journée à l'autre. Et puis, l'autre squat où j'avais tourné le démo du film, finalement, à 3 semaines des Olympiques, ça n'a plus fonctionné pour des raisons de conflit interne à l'intérieur et puis la caméra n'était plus bienvenue. Donc, j'ai fait beaucoup d'urticaire, mais ce que l'équipe arrivait, puis les Olympiques, on ne pouvait pas changer de date, là, c'était ça. Bon, le directeur photo est canadien, comment vous appelez ici? L'ingé son. Je dirais preneur de son, mais c'est ingé son. Vous dites pas directeur photo non plus, vous dites? Chef opérateur. Voilà, donc l'ingé son était brésilien, mais bon, on ne fait rien changer, quoi. C'était ça, on avait 6 semaines de tournage, c'était à ce moment-là. Et donc, j'avais un ami qui connaissait, moi je connaissais ce squat-là, mais de l'extérieur. C'est assez difficile d'entrer dans ces espaces-là qui sont évidemment tenus par les trafiquants de drogue. C'est un lieu qui attire beaucoup l'attention, évidemment, de par ces 12 étages comme ça, vides, mais aussi parce qu'il est vraiment à proximité de l'école de samba de Mangueira, qui est très très connue à Rio, dans laquelle on a tourné un petit extrait aussi. Et donc j'avais un ami qui connaissait Paulista, qui est le premier jeune homme à être interviewé, celui qui regarde la cérémonie d'ouverture et de clôture des Olympiques. Paulista, c'était quand même quelqu'un d'assez important dans cette communauté de squatteurs. Il était genre d'organisateur communautaire informel, se voulait un peu aussi porte-parole des habitants. Donc, c'est par lui qu'on a pu entrer. Et donc, c'était comme très spontané. C'était genre, voulez-vous faire un film? Oui.
Et ça s'est passé comme ça, et c'est pour ça aussi qu'on sent vraiment la rencontre. On était vraiment en train de se connaître. On s'est connus, ces gens-là et moi, vraiment en faisant le film, parce que réellement, j'ai eu comme 3 semaines de préparation sur place. J'avais vraiment je savais ce que je voulais. Hein? C'est énorme. Énorme. Non, ben, je dis c'est énorme d'arriver à cette intimité. Il faut expliquer. Donc, arriver à cette intimité avec ces personnages de film, ayant 3 semaines en amont, c'est très peu. Mais je dois dire que je pense que ça a quelque part joué en notre faveur, parce que c'était comme, ah ouais, tu sais, maintenant, il y avait comme un momentum. Puis c'est sûr qu'on a tourné pendant 6 semaines. Au bout de 3-4 semaines, il y avait un essoufflement. Les gens étaient comme, vous êtes encore là. Qu'est-ce que vous avez encore à filmer, là, des enfants qui jouent et tout ça. Donc, à quelque part, je pense que s'il y avait peut-être trop de préparation, je ne sais pas si ça aurait donné la même chose. Donc, ouais. Mais c'était l'histoire, c'était ça qui devait arriver, là, je pense. Et puis... Oui, non, je n'ai pas de questions spécifiques, mais je trouve ça très intéressant que vous ayez pu filmer comme ça. Et moi, je retiens surtout la question temporelle qui est, vous filmez pendant les jeux, on imagine les jeux se dérouler à côté, on voit quelques images autour de ça, et c'est la vie continue. Enfin, ce qu'il ne faut pas oublier non plus pendant les jeux, c'est que la vie est censée continuer. Dans le cas Rio, ce qui est terrible, c'est tout ce qui s'est arrêté pendant les jeux. Et vous le dites très bien, les aides, les écoles, on a fermé les transports, on a fermé l'accès aux transports pour une partie de la population, etc. Je ne suis pas expert de Rio, mais on sait que ça fait partie des jeux quand même qui ont été les plus catastrophiques sur le plan social pour le mois durant lequel a duré la compétition. Et les jeux, c'est avant tout du temps et de l'espace aussi, mais dans le temps, on voit la cérémonie d'ouverture, qui est un élément central des Jeux Olympiques. C'est l'événement télévisuel le plus regardé au monde, hein. Avec la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, qui avait eu lieu donc 2 ans avant dans le même stade. Donc ce stade a été beaucoup regardé. Et à la fin, vous montrez le passage entre le maire de Rio et le gouverneur de Tokyo, Madame Koike, qui est en kimono d'ailleurs. Tout est toujours un peu ridicule dans cette mise en scène. Et le plus ridicule là-dedans, c'est que je suis étonné que vous n'ayez pas montré cette arrivée du Premier ministre japonais dans le stade de Maracana, parce qu'il arrive déguisé en Mario, et il sort d'un tuyau vert pour prendre la flamme olympique et la ramener au Japon. Il faut quand même imaginer qu'un Premier ministre de la 2e puissance mondiale, 3e puissance mondiale, et qui sort habillé en Mario. Donc on a les 2 symboles, le kimono pour Madame Koike, une femme, et Shinzo Abe, le ministre de l'Innovation, habillé en Mario. Je trouve que voilà, ça fait partie de tout ce ridicule un peu des jeux, mais qui en font aussi cet événement planétaire qu'on regarde même en habitant à côté, dans un favela et dans la misère, et en sachant que c'est qu'un spectacle. Et voilà, je trouve assez génial ce que vous avez fait, donc merci. Bon, c'est une que je découvre aussi au passage aujourd'hui. J'ai une question, je ne sais pas si j'ai une dernière question, ensuite je passe à la salle. Les regards d'étrangeté, c'est-à-dire tu arrives, ils savent que tu n'es pas brésilienne, donc comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans ton équipe aussi qui n'est pas brésilien, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces regards extérieurs, cette relation, comment elle s'établit? Ben, je pense qu'à quelque part, le fait que je sois étrangère, ça a joué en notre faveur, parce que c'est sûr qu'il y avait une sorte d'intérêt, une curiosité. On était curieux de les rencontrer. Ils étaient aussi vraiment curieux de nous rencontrer, de savoir qui on était, qu'est-ce qu'on voulait, pourquoi on était là. Et puis l'avantage du fait qu'il y avait une centaine de familles, c'est que ça faisait qu'il y avait aussi un bon bassin de gens, naturellement, qui étaient intéressés à participer au film. Et puis on n'a pas été obligé de mettre de pression sur personne. Ceux qui ne voulaient pas participer ne participaient pas, mais le fait qu'il y avait tellement de monde, ça fait en sorte que voilà, les gens venaient, et puis ça s'est fait très très spontanément qui a participé, qui est devenu protagoniste principal ou pas. Mais donc, c'est sûr qu'il y avait cet effet ils viennent de l'étranger pour nous filmer, donc je pense qu'il y avait cet effet, il y avait quelque chose qui se sentait honoré par ça. Et puis en même temps, comme ça faisait quand même 10 ans que je faisais du va-et-vient entre le Québec et puis Rio, je parlais déjà la langue, j'avais quand même des codes culturels qui ont fait que j'ai pu rentrer assez facilement aussi. J'ai usé de ça aussi. C'est pas un film que j'aurais pu faire en tout cas de la même façon si je venais de débarquer au Brésil, et puis je le fais spontanément, parce qu'il faut quand même être un petit peu streetwise. C'est quoi le mot en français? C'est un milieu qui est quand même pas facile.
c'est sûr que je suis arrivée quand même avec beaucoup de naïveté. Tu sais, je ne comprenais pas tous les codes autour du trafic de drogue. Il y a des mots que je ne comprenais pas, que j'ai dû apprendre sur place et tout ça. Puis des choses qu'on ne dit pas non plus. Tu sais, il y a des noms qu'on ne prononce pas. On ne prononce jamais le nom du trafiquant de drogue principal. Quand Rina Dia, c'est le responsable de l'édifice qui m'a permis d'aller au 3e étage, je ne pouvais pas dire c'était qui, mais c'est le gérant du point de vente de drogue, représentant de la faction de trafic, Commando Vermelho qui était à l'intérieur du squad. Donc c'est eux qui décident. Donc, il y a même un genre de tribune. Ben, c'est eux qui font la justice. Là. Donc quand il y a un conflit en voisin, tout ça, tu vas devant les trafiquants, puis c'est eux qui décident. Ils tranchent. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un tas de films brésiliens, je pense que vous connaissez, c'était Dieu par exemple, et dans ma lecture, c'est un regard étranger, mais les films étaient faits par un Brésilien. Donc c'est je dis étranger par rapport à la favela. Et donc, Tropa d'élite, un tas de films, c'est un regard, c'est des Brésiliens qui ont fait les films. Donc ça casse un peu cette idée, l'endroit de la parole. J'ai la possibilité, j'ai la légitimité, c'est ça que je trouve. Et du coup, voilà, là, on a un autre regard, et c'est la rencontre. Donc là, c'est une expression, Eduardo Coutinho, c'est un grand cinéaste qui a fait pas mal de documentaires. Et il parlait ça, c'est les rencontres. Donc il a eu une rencontre avec l'endroit et avec tout, c'est l'impression, au moins la mienne, je ne sais pas si c'est la vôtre, de rencontre avec l'endroit d'abord, mais aussi avec chaque personne avec qui tu parles. Oui. Donc, oui, puis juste pour rebondir là-dessus, mais c'est important pour moi de ne pas faire un film qui soit trop dans l'esthétique des films de favela. Souvent, il y a comme une espèce de... on magnifie tout l'imaginaire autour de la favela, mais des fois, il y a, je trouve, une espèce d'apologie de la violence aussi, ou vraiment un male gaze par rapport au corps des femmes dans les favelas, où on va accentuer l'hypersexualisation des corps. Je ne voulais absolument pas aller là-dedans. Je tenais à ce que ce soit un film lent aussi, parce que souvent, l'esthétique des films de favela, c'est comme c'est rapide, c'est dynamique, c'est cool et tout ça. Je voulais pas que ça soit trop pop, en fait. Je voulais qu'on prenne le temps d'être avec eux, puis juste comme les écouter, et puis je pense que ça fait du bien, en général, dans la vie de ralentir. Et principalement quand on vit des vies stressantes comme ça, c'est juste de créer l'espace de la parole. Puis c'est un peu pour ça qu'on a montré tout le dispositif autour des entrevues. C'est venu assez tard dans le montage, cette décision-là. Toute la première séquence d'entrevue où il y a la musique, il y a le cochon, oh, tu sais, c'était compliqué. Fallait tout le temps négocier avec les enfants. Il ne faut pas utiliser le jukebox. C'était une négociation. On vous promet 10 chansons dans le jukebox si vous attendez 1 heure pour qu'on puisse faire notre entrevue. Parce que c'est un lieu où il y a du bruit, mais tout le temps. Donc, voilà, on essayait de créer des petits espaces comme ça, des petites bulles de confiance et de confidence, pour laisser cette parole émerger lentement, en fait. Voilà. Vous avez des questions? Je voulais juste faire une remarque parce que vous avez parlé de le temps, en fait, un long de ce film, et bien que ce ne soit pas vraiment un film de Frederick Wiseman, ça m'a donné cette impression. C'est l'immersion, l'IBGE comme personnage principal, comme dans City Hall, qu'on avait vu avant. Et aussi un autre film de Wiseman qui s'appelle Public Housing. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, donc je vois quelques parallèles. Donc on voit la misère, mais ce n'est pas forcément accentué. Et on voit quand même des moments de joie dedans, en fait. Et je voulais vous poser une question, parce que vous avez dit que vous avez passé 3 semaines à faire des rushs uniquement? 6. Oh, 6 semaines, ouais. D'accord. Quel est la ratio entre ce qui était gardé et ce qui était introduit, enfin conservé dans le film? Oui. On avait 75 heures de rush. Et le film dure 1h28. Oui, donc il y a vraiment ce côté Wiseman. On avait 20 heures d'entrevue. C'était vraiment, ouais, c'était beaucoup. Il y a des gens qu'on a coupés, il y a beaucoup d'extraits qu'on a coupés, et tout ça. Donc, on a commencé, mais c'était un seul bloc de tournage. On a commencé 2 semaines avant les Olympiques, les 2 semaines des Olympiques, puis on a fini 3 semaines après. Alors, évidemment, au montage, on a refiloté tout ça pour que ça commence et finisse avec les Jeux, mais c'était vraiment cette période de temps. Moi, une chose qui m'a absolument enchanté, justement, c'est le traitement de la temporalité, cette espèce de
de suspens et en même temps de regard sur les détails. Mais je me posais la question sur l'écriture et la dramaturgie, parce que beaucoup de producteurs sont obsédés par la tension dramaturgique et l'évolution dramaturgique dans la... Comment s'est écrit le film et la relation avec vos producteurs sur ces questions un peu obsédantes de l'obligation de la dramaturgie classique? Oui, la monteuse, Natacha Dufault et moi, on blague tout le temps en disant « Votre revue est un film, il ne se passe rien. » Il se passe absolument rien, en fait. Il se passe des choses microscopiques. Ben, j'ai la chance quand même de venir d'une tradition québécoise, canadienne, de l'Office national du film, de cinéma d'observation, où on tolère très bien les films lents, où il ne se passe pas grand-chose. Donc, peut-être que c'est des institutions québécoises surtout qui m'ont influencé. Donc, je parle du Québec, mais bon, il y a une certaine tolérance à la lenteur et à l'observation, etc. Et depuis le début, mes productrices étaient vraiment... aimaient cette approche-là et m'ont même encouragée à y aller à fond là-dedans. Donc, non, j'avais des personnes assez... j'avais vraiment des alliés avec moi. Mais par contre, le film n'a été acheté par aucune télé, sauf il y a comme 2 semaines en Lituanie. J'ai reçu un email, bravo! Vous avez commencé à la télé lituanienne. C'est 5 ans plus tard. Mais c'est sûr qu'il n'y a aucune télé qui a embarqué. On l'a pitché à plusieurs télés québécoises, canadiennes. Aucun intérêt. Ils avaient pas. Même si on essayait un peu de faire mousser le fait que c'est les Olympiques, ça intéresse le public canadien. Donc, c'est quand même un film de niche, quoi. C'est un film pour les festivals, pour les salles, tout ça. Mais... Le film de Walida, ils ont vu le film? Ben oui, ils ont vu le film. Il y a une projection Plusieurs, oui. Ils ont vu le film, en fait, pour des raisons de budget et de financement, puisque c'est une production canadienne, financement canadien, tout ça, il fallait que la post-production se fasse à Montréal. Mais j'ai eu la chance de retourner au squat quand le film était presque fini pour avoir les commentaires et l'approbation aussi, parce que il y a quand même des bouts où ils allaient beaucoup plus loin dans leur discours par rapport aux trafiquants, par rapport à la police et tout ça. Donc, c'est sûr que j'étais quand même consciente de c'était quoi cette limite-là. Donc, j'étais allée un petit peu plus loin dans le montage. Finalement, on a coupé pas grand-chose, mais comme 1 minute 30. Après avoir vérifié avec les personnes en question qui disaient non, ça, si je dis ça, ça se peut pas. Donc, on a coupé des affaires. Pas grand-chose, mais bon. Et on a fait une projection dans le squat. C'était super beau. C'était vraiment beau. Tout le monde était assis. On a essayé de louer des chaises. Sinon, les chaises sont jamais arrivées. Fait qu'ils sont assis comme par terre dans la cour du squat. Puis là, quand c'est fini, c'était comme, pourquoi c'est déjà fini? Ben, ils ont dit un rappel, donc on l'a regardé 2 fois. C'était super beau, c'était vraiment un beau moment. Puis une fois que le film a été vraiment fini et projeté dans différents festivals, il a été projeté pas mal en contexte universitaire aussi à Rio. Donc là, j'essayais toujours d'envoyer, soit quand j'étais là-bas, d'amener avec moi, ou quand j'étais pas là, d'envoyer des gens. Puis il y a vraiment comme un petit comité, là, évidemment Paulista qui avait participé à la production, finalement, je l'avais engagé pour qu'il facilite un petit peu la production sur place, mais aussi Molongo, qui est celle qui a 3 enfants, qui ne veut pas parler de son enfance et tout ça, elle est beaucoup allée dans les projections avec sa grande amie Jésuina qui fait les ongles, qui va danser, tout ça. Il y en a un peu moins. En tout cas, c'était vraiment surtout ces 3-là qui, j'ai tout le temps offert à tout le monde, mais c'est vraiment eux qui ont porté le film beaucoup. Puis ils en parlent bien, ils en sont fiers et tout ça. Moi j'ai une question rapide sur le moment où on voit la dame qui retourne au stade, qui dit avant on était là, je sais pas si elle dit vraiment on habitait là, mais en tout cas on était chez nous ici, et puis plus tard un homme qui dit on allait au stade pour un réal, maintenant c'est 200. Est-ce que quand elle dit on était chez nous, est-ce que c'était, je sais pas si le stade a été construit pour la Coupe du Monde ou pour les Jeux, est-ce qu'il y avait vraiment un côté, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'était des logements à cet endroit-là, est-ce qu'ils vivaient vraiment à cet endroit-là, et est-ce que du coup il y a eu des déplacements pour les Jeux, comment ça s'est orchestré, comment ils ont fini là au moment des Jeux En fait, le stade a été construit pour la Coupe du Monde de 1950, donc c'est un stade mythique qui est vraiment très important dans tout le monde et l'imaginaire du foot au Brésil. Par contre, il a été complètement restauré
pour convenir aux standards de la FIFA pour la Coupe du Monde. Puis il y a eu encore d'autres travaux pour les Jeux olympiques après. Et c'est vraiment cette transition pour la Coupe du Monde qui a fait qu'il n'y avait plus cette section générale à Montréal qui était vraiment comme le lieu des classes populaires brésiliennes qui pouvaient aller au stade. Ça n'existe effectivement plus parce qu'ils ont drastiquement réduit la capacité d'accueil du stade pour justement que ça cadre dans les standards internationaux. Elle vivait vraiment en dessous du pont en question. Le pont, on a vu, donc elle a vécu longtemps dans la rue Liana. Donc il y a plusieurs personnes qui vivaient en dessous de ce pont. Elle n'a jamais eu de logement à cet endroit-là. Il n'y a pas de lien direct entre le squat et les événements, c'est-à-dire que le squat était occupé depuis à peu près le début des années 2000, donc ça faisait quand même 15-20 ans, 15 ans qu'on a fini. Mais par contre, il y a eu énormément d'expropriations directement autour du stade. Il y a une favela complète qui a été rasée, Metro Mangueira, qui s'appelait, pour faire genre des stationnements. En fait, c'est ça qui est fou, il y a des gens qui ont été expropriés puis il ne s'est rien passé. C'est la favela du métro, il n'y a rien, il y a encore, je pense, absolument rien. Ils ont juste rasé les maisons, ils n'ont rien fait. Et donc, ils envoient les gens vraiment en périphérie de la ville. Et il y avait aussi, il y a eu beaucoup de couverture médiatique d'un endroit qui s'appelle Aldeia Maracanã, qui est un ancien musée des Autochtones à Rio, qui était aussi une occupation, parce que le musée avait été fermé et abandonné, mais il était toujours vraiment occupé par des Autochtones de différentes nations brésiliennes, souvent les gens qui arrivaient en ville aller occuper cet espace-là, c'était vraiment comme un lieu d'appartenance pour des gens de différentes nations autochtones. Puis ils ont été aussi expropriés, il ne s'est rien passé. En fait, je pense que le building est encore là. Donc, il y a beaucoup aussi de... Je ne sais pas, peut-être que tu peux parler un petit peu de Tokyo, comment ça s'est passé, Mario. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec aucune utilité, c'est-à-dire 22 000 familles expropriées, mais il y a eu beaucoup de favelas qui ont été expropriées et finalement, soit ils ont construit des édifices qui sont devenus des éléphants blancs après, ou carrément, il ne s'est rien passé du tout. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts pour rien, en fait. Oui, sur le Maracanã, sur deux choses. Le Maracanã, qui date de 1950, il est rénové en 2008-2010. En fait, il n'est pas rénové, il est détruit et reconstruit quasiment identique. Comme à Tokyo, on détruit le stade, on le reconstruit totalement, mais on appelle ça une rénovation pour faire croire. Et l'idée, c'est qu'au Maracanã, avant, c'était le plus grand stade au monde, il y avait 120 000 places, au stade dans un pays démocratique, sinon c'est le stade de Pyongyang en Corée du Nord, mais le stade, en fait, il était avec des places debout. Et une des grandes transformations du football contemporain était de supprimer les places debout pour deux raisons, qui étaient celle d'éviter les accidents, comme en Angleterre, je ne me rappelle plus du nom de ce stade, où il y a eu 70 morts suite à une bousculade, parce que les gens étaient debout et donc les mouvements de foule étaient beaucoup plus forts. Et ensuite, on a voulu éviter les hooligans qui étaient souvent dans les parkages debout, et pour ça, on a augmenté les prix des places, mais les gens ne voulaient plus payer 10 balles pour aller voir un match debout, donc on a transformé les places debout en des places assises, et donc ça a transformé le stade. Mais la plupart des stades dans le monde étaient avant avec une section debout et une section assise. En France, le dernier stade avec section debout, ça fait quelques années seulement qu'il est interdit en Ligue 1. Le Maracanã, c'était une grande section debout, et on l'a vu d'ailleurs au Mexique ces dernières semaines. Il y a eu encore 20 ou 25 morts dans un stade au Mexique suite à des affrontements, et à nouveau sur les parkages debout. Donc vraiment, le parkage debout pose problème dans les stades contemporains, et le traitement a été de dire on augmente le prix des places et on dire les personnes qu'on n'a pas envie de voir dans un stade, donc les plus pauvres, et qu'on considère souvent comme des hooligans. Donc ça, c'est le traitement pour le Maracanã. Pour ce qui est des déplacements de population, Rio, vraiment, il y a eu donc un programme olympique qui n'était pas spécialement cohérent en fait avec la stratégie urbaine qu'avait la métropole de Rio au démarrage. Donc là, il y a une incohérence, c'est-à-dire que le projet olympique de Rio arrive sans avoir de projet initialement prévu pour le territoire de Rio sur ces espaces-là. Donc on trouve à la hâte des terrains, on sélectionne souvent des terrains pas chers, c'est-à-dire soit qui appartiennent au gouvernement, et je pense que c'est ce qui a pu arriver pour le favela, c'est-à-dire certainement un terrain gouvernemental ou municipal qui était squatté, et on a dit on va en faire un parking, ou on va en faire pour le stade de hockey temporaire, et ensuite on va le laisser à l'abandon, puisque ça coûte beaucoup moins cher de laisser un terrain à l'abandon que d'en faire quelque chose de viabilisé pour une commune comme Rio qui n'a pas les moyens. Donc ça, c'est vraiment traditionnel. On l'a vu à Athènes, on l'a vu à Barcelone en partie, on l'a vu à Sydney un petit peu. Enfin, il y a eu beaucoup d'endroits où on a créé des infrastructures qui n'étaient pas utiles à la société parce qu'il n'y avait pas de projet urbain olympique au démarrage. Et ça, c'est un grand changement avec Tokyo particulièrement, Londres un petit peu avant, mais
Londres, Tokyo et maintenant Paris et Los Angeles ont vraiment une autre vision de l'accueil des jeux qui est d'utiliser les jeux pour développer des projets qui sont déjà en cours. Et ça change tout, parce que ça veut dire que vous allez chercher dans le territoire des endroits où on sait qu'on va construire une installation sportive et on va aider au développement de cette installation sportive dans le but d'accueillir les jeux. Ça ne se passe pas toujours très bien, mais disons que l'intérêt... Et oui, je sais qu'à Aubervilliers, c'est extrêmement singulier parce que c'était même pas les jeux au démarrage, c'est devenu les jeux au milieu et c'est plus les jeux aujourd'hui. Donc c'est vraiment très compliqué cette piscine avec solarium. Mais il n'empêche qu'en dehors de cette erreur de casting, on peut dire comme ça, il n'y a pas spécialement de sites qui sont problématiques à Paris, en tout cas pas du tout dans les mêmes proportions qu'à Rio ou qu'à Athènes. Et à Tokyo, il y a eu quand même quelques gros ratés. Par exemple, le stade olympique qui était prévu sur la baie de Tokyo pour remplacer au démarrage, il devait coûter 600 millions d'euros, il a été fini à plus de 2 milliards. Ce qui est quand même une erreur, avec des oublis assez incroyables, comme ils ont oublié l'emplacement pour la femme olympique. Ce qui, quand même, pour accueillir les gens soucieux, au milieu du projet, on a vite remis la flamme. J'imagine bien la réunion de concertation, mais ça devait être. Voilà. Il y a des erreurs comme ça, et c'est des erreurs un peu drôles. Mais au Japon, ça a été. En fait, il y a eu un cas qui a été énormément médiatisé, parce que je pense qu'il y a 70 personnes qui ont été relogées pour les Jeux de Tokyo. Donc c'est vraiment très peu, et relogées dans des logements corrects. Mais parmi les 70 personnes, il y avait 2 couples de personnes âgées qui avaient déjà été relogées en 1964 pour les Jeux. Et donc ça, médiatiquement, ça a eu un impact énorme. Même si d'ailleurs, ces gens ne s'en sont pas plaints, enfin, c'était pas eux qui étaient du tout autour de ça. Ils avaient un nouveau logement dans un autre quartier. Mais ça a marqué un peu cette idée que voilà, les Jeux, c'est du déplacement de population. Et après, il est certain que voilà, c'est entre 22 000 personnes. Je disais tout à l'heure, 20 000 personnes. Je disais tout à l'heure que dans le cas de Séoul en 1988, on déplace 800 000 personnes pour préparer les Jeux. À Pékin, on est à peu près certain que c'est entre 200 et 500 000 personnes. C'est une fourchette très gouvernement chinois, donc c'est long. Mais donc on est sur voilà, on est à chaque fois sur des difficultés d'appréhension de ce que ça signifie. À Paris, on ne déplace personne. Donc on déplace des activités et des personnes qui vivent dans l'informel. Donc on ne peut pas mesurer, et qui est terrible, hein. On déplace des centaines de personnes à Paris, mais c'est des gens qui ne vivent pas dans du formel, donc on ne calcule pas. On déplace quand même des personnes. Et oui, exactement, on déplace des personnes et des activités. Enfin, beaucoup d'activités informelles finalement qui sont chassées de la plaine, comme voilà, typiquement ceux qu'on voit régulièrement au campus, qui sont les garagistes, qui ont une utilité sociale énorme pour la population de Seine-Saint-Denis, mais qu'on va continuer à déplacer vers le nord pour les Jeux, parce qu'on fait des travaux dans le quartier et on déplace petit à petit. Donc c'est vrai que le cas de Rio, de ce que vous montrez, c'est la violence finalement de l'État qui s'exerce sur la population. Faut quand même relativiser les choses. On n'a pas du tout les mêmes problématiques à chaque jeu, et quand même chaque ville a des mesures différentes. Et pour le cas du Maracana, on a expulsé les plus pauvres du stade avant la Coupe du Monde de 2014, la Coupe du Monde de la FIFA. Et ce mouvement, en fait, il était déjà en cours. Donc c'est ça qui est un peu difficile pour nous en tant que chercheurs sur les Jeux Olympiques, c'est qu'on voit quelque chose qui est exacerbé par les Jeux. Typiquement, la piscine d'Aubervilliers est quelque chose de génial en termes d'études urbaines, parce que pour l'avoir pas mal étudié, on se rend compte finalement que les Jeux, ça n'a pas du tout d'importance dans la piscine d'Aubervilliers. Mais en fait, les Jeux, c'est le symbole que tout le monde va utiliser pour mettre en valeur un argument pour ou un argument contre. Et en 2 mots, sur la piscine d'Aubervilliers, c'est une piscine que la mairie a commandée. Quand les Jeux sont arrivés à Paris, elle a demandé à devenir un centre d'entraînement pour la natation. Les gens ont dit, bah oui, une piscine nouvelle, c'est bien. Là, la mairie a ajouté un solarium et on y a ajouté la gare du métro. Et donc, pour réaliser tous ces travaux en même temps, on a décidé, enfin le préfet ou je ne sais pas qui, à la Solidéo, a décidé de mettre les gravats sur les jardins ouvriers. Et c'est ça la vraie erreur en fait. Et donc, à la fin, finalement, les Jeux ont décidé, Paris 2024 a décidé de retirer le site d'entraînement à la mairie d'Aubervilliers. Et la mairie d'Aubervilliers a été obligée de revoir son projet il y a quelques jours. Et donc, c'est vraiment à la base, c'est vraiment un problème communal. Et c'est intéressant, c'est la montée en puissance qui a mis ça. Je pense qu'on peut donner la parole à des gens de collectif là, qui sont là en fait dans la salle. Oui, non, mais il y a une fille qui a donné la parole avant. D'abord, félicitations, vraiment, c'était génial. Et surtout, ça me touche davantage parce que je suis brésilienne. Et j'ai habité à Rio pendant 2016. Et mais ma question, en fait, c'était sur les choix par rapport à la trajectoire des femmes. C'était surtout des femmes que vous avez montrées dans l'IBGR. Donc, je voulais savoir
ces choix, en commentaire sur ces choix. Oui. Mais en fait, c'était un choix conscient parce que, bon, étant femme et féministe, c'est important pour moi de mettre en lumière la parole et l'expérience des femmes. Mais ça a été vraiment exacerbé par ce que j'ai trouvé sur le terrain, en fait, qui était, d'abord, il y avait une majorité de femmes dans le squat, parce que c'est évidemment souvent des femmes monoparentales qui sont les plus précaires dans toute société. Bon, ben, elles se retrouvent dans ce squat-là. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui étaient en prison. C'est pas... Bon, moi, j'ai un intérêt pour le milieu carcéral, j'ai travaillé longtemps au milieu carcéral, donc je voulais montrer cette femme qui va voir son copain en prison, mais c'est une réalité, quoi. Il y a beaucoup d'hommes qui sont incarcérés, donc démographiquement, ça fait qu'il y avait moins d'hommes. Il y en a qui sont impliqués dans le trafic, donc ils ne voulaient absolument pas être filmés. On a respecté ça aussi. Et puis, ce que j'ai constaté sur place, c'est qu'on a demandé à beaucoup d'hommes, ceux qui avaient par exemple participé aux entrevues, est-ce qu'on peut vous suivre dans votre travail informel, parce que vous avez vu, ce sont pour la plupart des travailleurs informels. Et puis là, on a constaté qu'il y avait une résistance à ce niveau-là. Comme vous devez savoir très bien, c'est compliqué dans la culture brésilienne en général, mais surtout dans les classes populaires, de dire non. Les gens ne vont pas dire non, ils vont dire oui, puis là, le lendemain matin, ils sont juste pas là. Ils répondent au téléphone. Oups, il est chez lui, je le sais, mais il ne répond pas à la porte. Donc, il y avait cette question-là qui c'était compliqué, et finalement, ce que j'ai compris sans qu'on me l'explique, mais que les hommes, je crois, avaient une certaine honte à être filmés en train de faire du recyclage de ferraille ou de carton ou de lave-auto, etc. Et tandis que les femmes étaient super fières de montrer, tu vois, qu'est-ce que je fais pour subvenir aux besoins de ma famille. Je vais au marché, je fouille dans les poubelles, je distribue le journal, métro, etc. Donc, il y avait vraiment, je sens que les femmes se sont plus appropriées le film pour comme une déclaration, tu sais, c'est quelque chose de dignifiant pour elles, tandis que pour les hommes, bon, et s'exprimer à la caméra en contrôlant son discours, c'est une chose, mais être filmé dans le quotidien, c'était plus difficile. Donc, il y a eu une part de mon intention, mais vraiment aussi, c'est la réalité sur place. Comme la présence des enfants, les gens posent souvent la question, les enfants sont tellement présents dans le film, puis je n'ai même pas conscientisé ça en le faisant, c'est juste qu'ils étaient tellement partout tout le temps que voilà, finalement, il y a beaucoup d'enfants, leur perspective, leur voix, leur quotidien aussi. Voilà. J'avais une question. Est-ce que vous avez encore des contacts avec les personnes que vous avez filmées et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Là, ça fait 5 ans, 6 ans maintenant. Oui, ça fait 6 ans. Oui, je suis encore en contact avec la plupart d'entre eux et elles. C'est un petit peu plus compliqué depuis que le SPAT a été démoli en 2018. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le préfet de Rio, pas celui qu'on voit dans la cérémonie de clôture parce qu'il a été... en fait, il y a eu des élections 2 mois après le tournage et les Olympiques. Et là, c'est un nouveau maire qui a été élu, Marcelo Crivella, qui est un maître. Je l'ai dit, je suis filmée. Non, mais c'est un évangélique qui avait aucune politique de logement social, mais qui a choisi le jour de l'abolition de l'esclavage, le 13 mai, de démolir ce squat parce que c'était médiatiquement spectaculaire, qu'il pouvait faire des images avec des hélicoptères pour montrer qu'il apportait une solution au problème de logement social et de la pauvreté à Rio. Mais finalement, il a promis donc que sur place seraient construits des logements sociaux. Donc au début, la plupart des habitants étaient très contents parce qu'enfin, ils allaient avoir leur moradia digna, leur habitation digne. C'est comme le discours, l'expression qui est beaucoup utilisée là-bas. Les gens ont cru à ce discours-là. Mais jusqu'à présent, ça a été démoli en 2008, ça fait 4 ans qu'ils n'ont rien fait. C'est devenu un terrain vague. Et ils reçoivent 400 reais par mois. Ça fait quoi? 75 €, je ne sais pas. 75 € par mois dans une ville dont le coût de la vie a été absolument... il y a eu une telle inflation justement à cause de la Coupe du Monde des Jeux Olympiques, la COVID encore plus, donc c'est absolument rien, 75 € pour se loger à Paris. Donc, la plupart ont trouvé des logements de fortune dans la favela autour, Mangueira, ou dans les favelas avoisinantes, Jacaré, tout ça. Donc, la plupart sont restés dans le coin. Ils vont plutôt bien. Il n'y a pas eu de gros...
tout est relatif. C'est pas gentil, je veux dire, il y en a quelques-unes dont les enfants sont décédés, donc oui. Mais parmi les gens qu'on voit à la caméra, tout le monde va relativement bien, ils s'en sortent. Mais c'est sûr que la vie est beaucoup plus difficile maintenant parce que le Brésil étant dans une crise politique, sanitaire, environnementale, sociale, économique, tout ça ensemble, c'est vraiment pire qu'avant. Ils me disent c'est compliqué de manger maintenant. T'sais, les gens m'envoient des photos du supermarché où on vend de la peau de poulet. C'est compliqué, c'était pas comme ça il y a quelques années. Ou les os de viande. Juste, je pense que tu voulais. Non, allez-y. Oui, bonsoir. Donc c'est tout à fait un film que j'apprécie parce que c'est très minimaliste et en même temps, au fil du temps, en y repensant, on voit ça s'augmente avec cette idée forte qu'effectivement c'est un événement qui se passe, qui n'est pas populaire, enfin dont la population ne peut pas vraiment s'accaparer et que ça reste un spectacle devant un écran. Voilà, donc merci pour ce film. Donc je voulais juste repréciser une toute petite chose. Effectivement, à Rio, c'était pas un projet d'aménagement d'État. À Londres, c'en était un. Ici, à Paris, c'en est un. C'est un projet d'aménagement. C'est un accéléré, comme on dit, du Grand Paris. Donc, quand vous parliez de l'exemple précis de la piscine d'Aubervilliers, ça reste pas quand même simplement un petit cas dû à une municipalité, à un maire, à un instant T. C'est quand même dans tout ce processus du Grand Paris où tous les maires, que ce soit à Duny ou à Aubervilliers, le fait que le COJO, le CIO, le gouvernement ait accepté que ce soit une piscine d'entraînement, c'est parce que ça conforte qu'à Paris, c'est vraiment un projet d'aménagement, c'est vraiment un prolongement du Grand Paris, de tous les projets du Grand Paris. Donc voilà, je voulais juste repréciser ça, parce que ça reste à côté d'une gare du Grand Paris Express, par exemple. Il y a un problème, juste pour dire, puisque vous connaissez très bien les JO, moi je recherche en ce moment des documents sur ce qui s'est passé à Tokyo, et qui concerne le stand de tir qui s'est passé à Osaka, je crois. Voilà. Parce que bon, localement, enfin pour illustrer un petit peu par ici, c'est qu'il reste un gros sujet d'ennui local qui va être l'aménagement du site pour l'épreuve du tir à la Courneuve. Voilà. Donc je suis contente d'avoir vu le film, mais aussi je pense que l'intérêt, c'est qu'on puisse se rencontrer aussi sur le territoire, parce que j'aurai des questions précises à vous demander. Après, d'une façon générale, pour l'Assemblée, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs rendez-vous qui sont prévus. Il y en a un le 20 mai et le 21 mai qui sera international, justement, avec des personnes qui vont venir de différentes d'autres villes hôtes. Et donc, il y aura un partage autour de ça, plus une vision des sites pour Paris 2024. Et puis, voilà, il y a un juste... pour résumer, il y a une source d'information pour qui est là et qui veut être informé, qui est, bon, il y a Twitter, mais il y a une page Facebook qui s'appelle Notre Parc n'est pas à vendre, où là vous aurez toutes les informations sur les prochains événements. Il y en a un à la fin du mois d'avril et un autre au mois de mai. Voilà. Merci en tout cas pour votre film. Merci. Tout à fait, je peux peut-être répondre sur le centre de tir. Alors, merci beaucoup pour cette précision. Effectivement, moi j'ai fait ma thèse à la base, je suis docteur en études urbaines à l'école des hautes études en sciences sociales, où j'ai fait une thèse sur les temporalités politiques et urbanistiques du Grand Paris. Donc mon sujet initial c'est le Grand Paris, et puis j'ai étendu au JO. Il est certain que si on peut lier certains projets à la continuité de ce qui a été dans le Grand Paris, mais le Grand Paris lui-même n'est pas défini, on ne sait pas vraiment ce que c'est, parce qu'il n'y a pas de politique. Il y a le Grand Paris Express d'un côté, qui est les transports que l'on connaît, c'est-à-dire les stations de métro qui vont être ouvertes à Paris, qui représentent aujourd'hui c'est 78 ouvertures de stations de métro, 120 trams, on a 220 km de métro construits en 15 ans, c'est le plus grand projet de transport en commun au monde. C'est pour vous donner un peu la démesure, c'est pour ça, c'est intéressant, si on voit les Jeux dans cette démesure qu'est le Grand Paris, les Jeux ne représentent pas grand-chose dans les travaux qui sont faits dans l'agglomération parisienne. Si vous voulez, l'exemple que je donne souvent, c'est qu'il y a 40 tunneliers dans le monde pour construire des métros, il y en a 20 à Paris. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Paris concentre un nombre de travaux qui sont complètement démesurés, qu'on ne peut pas, enfin, je veux dire, à 10 ans, vous revenez dans 10 ans à Paris, en banlieue, vous aurez du mal à reconnaître. On n'a pas connu ces transformations-là dans l'agglomération parisienne depuis des décennies. Et c'est très compliqué dedans de trouver l'insertion des jeux comme un ajout au projet, parce que quand vous êtes à Saint-Ouen et que vous allez typiquement à Saint-Denis sur le village olympique, ça représente un chantier, on dresse une trentaine de grues. Pour une trentaine de grues aujourd'hui en France, c'est souvent le nombre de grues qu'il y a sur une région. Déployés pour les constructions. Donc on est vraiment sur des travaux colossaux. Et bien cette ZAC du village des médias, et je reviens sur le village des médias après, sur le village olympique, en fait n'en est qu'une parmi 3 ou 4 qui sont simplement sur pleine commune. Donc si vous avez le temps, et je vous incite, j'aime beaucoup faire du vélo autour de Paris, vous allez en banlieue parisienne, vous voyez le nombre de travaux qui sont en cours, et vous vous rendrez compte, notamment en suivant le Grand Paris Express, que voilà, le village olympique représente une infime partie des transformations qu'on a en cours à Paris. Et ça, c'est intéressant parce que dans le cas de Rio, c'est les Jeux qui ont fait la transformation. Et c'était ça qui était marquant dans la ville. Et à Paris, ce qui est marquant, c'est le Grand Paris. C'est le Grand Paris Express et cet ensemble de projets qui sont en cours depuis les années 2010, depuis une loi de financement des années 2010, qui transforme la région parisienne avec une concentration des travaux, mais aussi des moyens financiers qu'on met sur l'agglomération parisienne. Et les Jeux viennent couronner, et vous l'avez très bien dit à un moment donné, alors je ne sais plus si c'est dans le film ou si dans l'introduction, mais on vient couronner, on vient donner en cadeau les Jeux à une ville qui marche bien. Et contrairement à ce qu'on imagine, les Jeux olympiques ne favorisent pas une croissance économique après les Jeux, mais les Jeux olympiques sont toujours donnés à la ville qui connaît la meilleure croissance parmi les villes candidates. Donc c'est-à-dire que les Jeux viennent couronner, viennent montrer qu'une ville a été en période de croissance. Et ça, c'est assez renversant. On est en train d'en faire un article avec des collègues de New York, justement, où on a fait une étude comparée depuis 1992 sur toutes les données statistiques sur la croissance économique, et on arrive à démontrer ça, qui était une question qu'on ne s'était jamais posée avant. On avait toujours pensé, finalement, comment les Jeux amènent de la croissance. On n'avait jamais pensé que c'était un cadeau aux villes croissantes. Et qui dit ville croissante dit ville dans laquelle se développent les inégalités, se développent des problèmes de peuplement, des problèmes de transport, etc. Tout ce qu'on connaît, bien sûr, dans l'agglomération parisienne. Et pour revenir sur le stand de tir, pour moi, il y a 2 intérêts à Paris et à Tokyo de l'étudier. Et je suis très content que vous m'en parliez, parce qu'effectivement, à Tokyo, personne n'en a rien à faire du stand de tir. Il est en grande couronne banlieue de Tokyo. Tokyo, c'est une ville de 42 millions d'habitants. Ils sont dans la 3e préfecture. Donc c'est comme s'ils étaient à la frontière de l'Île-de-France. Et c'est un stand de tir qui est fait sur un terrain militaire qui n'a vraiment aucun intérêt, à part qu'il est pollué, ce qui est très intéressant, puisque le stand de tir des Jeux de Paris 2024 est fait sur un terrain, le terrain des essences, dans le sein de la commune de la Courneuve, qui, comme son nom l'indique, est un terrain pollué, non pas parce qu'il y avait des essences, mais parce que, à la suite des combats pendant la Seconde Guerre mondiale, on a bombardé les cuves se sont déversées dans les nappes, on n'a jamais dépollué ce site, qui est un endroit qui est inutile d'un point de vue des décideurs politiques. Pour autant, c'est un site qui aujourd'hui est au cœur d'une zone Natura 2000 et très importante pour l'environnement. Donc en fait, la dépollution vient améliorer le parc Georges Valbon, le parc départemental. Vous pouvez aller au parc départemental, vous trouvez la station de T3, vous avez un terrain en travaux, c'est le terrain des essences. Et ce terrain, en fait, c'est très intéressant de le dépolluer parce qu'on a besoin d'enlever cette menace qui pèse sur l'ensemble du site du parc, qui est un parc important pour la nature. Or, la dépollution en urgence, qui est nécessaire aux Jeux, puisqu'on élit une ville 7 ans avant la mise en place des Jeux, avant la réalisation, et donc vous êtes toujours dans l'urgence quand vous faites des Jeux. Et cette urgence, elle est problématique dans le cas d'une dépollution aussi grave et aussi dure que celle du terrain des essences. Et aujourd'hui, ils excavent, ils en sont à 8 mètres d'excavation pour retrouver des essences, et ils s'en sont même pas au bout. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va arrêter d'utiliser ce terrain. J'espère qu'ils vont finir de le dépolluer, ça va être quelque chose d'important, sans être trop rapide pour dépolluer correctement. Mais les épreuves de tir n'auront pas lieu à la Courneuve, c'est pas possible. C'est techniquement impossible aujourd'hui d'arriver à finir la dépollution et à installer le stade provisoire qui doit ensuite être démoli pour en faire un terrain du parc de Duny. Donc au début c'était louable, alors là on pourra se dire à la fin ça sera intéressant de savoir si finalement les Jeux n'ont pas permis de débloquer ce dossier pour la dépollution. Si c'est ça, ça peut faire un bel héritage. Si on se rate pendant la dépollution, ça peut vite devenir une catastrophe environnementale. Donc voilà, ça fait partie des choses où c'est compliqué. C'est exactement la même chose que les jardins ouvriers. Il faut quand même se dire que l'intérêt d'avoir eu les Jeux pour montrer du doigt la piscine, c'est pas tant que les Jeux aient sélectionné ou pas cette piscine, c'est que ça a permis aux opposants et aux habitants d'utiliser les Jeux pour publiciser leur combat. Sans les Jeux,
franchement, on n'aurait pas entendu parler des jardins ouvriers d'Aubervilliers, ou très peu par rapport à ce qu'on en entend aujourd'hui. Et donc le label jeu est aussi utile aux opposants pour faire avancer des causes locales. Et dans le cas d'Aubervilliers, ils ont eu raison de sauter dessus. Et ça a été une erreur assez importante de la part du CIO d'accepter, enfin la Fédération internationale de piscine d'accepter que la piscine d'entraînement soit une piscine encore peu construite sur un terrain dont on ne savait pas exactement ce qui s'y passait. Et au terrain d'Aubervilliers, je veux dire, il y a les jardins ouvriers, mais ce qui est le plus inquiétant, c'est le projet qui se passe juste derrière, hein, sur l'ancien terrain militaire du fort d'Aubervilliers, qui a hébergé des activités, notamment de l'armée, avec des produits radioactifs. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dessous, on est en train de faire des pollutions, mais là aussi, on construit vite pour un projet qui avait d'abord été sélectionné pour les Jeux de 2012. C'est pour vous dire comme on remonte à chaque fois. Ça devait être le Vélodrome de 2012, de Paris 2012. Paris a perdu en 2012. Et donc, on avait sélectionné ce site, et ce site était pollué. On a fini par le désélectionner, et à la place de le dépolluer immédiatement, on y a construit des logements. Et quand même, pour un site pollué, c'est toujours... Donc, en espérant qu'on fasse bien le travail. Mais c'est pour vous dire, voilà, c'est toujours compliqué, ce jeu de sélection, désélection des sites. Pour quelles raisons on les garde, pour quelles raisons on ne les garde pas. On a le droit d'annuler un site au tout dernier moment. Et on a le droit, je veux dire, il n'y a pas d'obligation pour le CIE de garder les sites qui étaient prévus dans la candidature. Donc du jour au lendemain, à Paris, pourrait dire, on annule tous les sites qu'on a et on change. C'est ce qui se passe pour le basket, c'est ce qui se passe pour le handball, c'est ce qui se passe pour le tir. Bon, le basket et le hand, normalement, on est dans la structure, mais le problème du tir, c'est typiquement un sport que très peu de gens pratiquent. Et là encore, ça renvoie. Alors moi, je donne souvent aussi l'exemple, je suis chambérien. En Savoie, on a eu des magnifiques jeux, mais on nous a fait des pistes de bobsleigh, des tremplins olympiques. C'est pas tout à fait le sport qu'on pratiquait au lycée. Et donc de là à amener des gens à faire des infrastructures de cette taille pour des sports très peu pratiqués, c'est quand même un des vrais problèmes des jeux. Enfin, et le tir en est un exemple extraordinaire. Il n'y a jamais aucune ville qui a fait un beau stand de tir, on l'a toujours démonté juste après. Donc, Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film merveilleux qui, je trouve, propose une réflexion intéressante autour de la notion de vie privée, puisque, comme disent les habitants, il manque de vie privée au sein de ce squat. Et finalement, vous, à travers votre film, vous arrivez à nous offrir des scènes qui relèvent de l'intime auprès de ces familles, vraiment du noyau familial et des scènes de la vie de tous les jours. Et je me demandais, dans votre cas, comment est-ce qu'on fait pour faire oublier finalement la présence de la caméra et votre propre présence qu'on vous fait remarquer dès lors que vous retournez dans l'espace public et vous faites de nouvelles rencontres avec l'extérieur. Oui, ben, je pense que personne n'oublie jamais la caméra. Hein, ça, c'est un peu un mythe. Bon, je crois que, c'est-à-dire que, comme le dit coaching, comme le disent beaucoup de documentaristes, c'est vraiment, le documentaire, c'est l'art de la rencontre. Et donc, je pense que les gens ont un niveau d'aisance face à la caméra qui est proportionnel au niveau d'aisance qu'ils établissent avec les gens qui sont derrière la caméra. Donc, c'est ça, en fait. C'est juste... il y a une relation qui était authentique et puis qui transparaît à la caméra, mais en fait, c'est drôle que vous disiez qu'ils oublient parce qu'on a pris le choix quand même au montage de garder des traces, beaucoup de traces en fait, de l'interaction pour justement toujours rappeler que le regard est toujours situé. On ne voulait pas faire semblant que c'est un regard omniscient ou non, pas du tout. Il y a des gens derrière la caméra, il y a en l'occurrence moi-même et mon équipe. Donc, et on ne vient pas de ce lieu, et donc on n'a pas essayé de cacher cette étrangeté, mais plutôt de la montrer. Tu sais. Donc, il y a des moments où est-ce que ça me dérange si je fume, tu sais, elle est chez elle. Ou ah ouais, il nous filme, ouais, je suis pas très bien habillée dans la caméra, etc. Tu sais, la conscience de ça. On voulait laisser ces traces-là justement pour montrer la relation, puis aussi toute la question du consentement, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a laissé des bouts où les gens demandent « Ah, j'ai pas envie de répondre à cette question-là, est-ce que tu peux couper ce bout-là » aussi, ça montre que, d'abord, il se passe beaucoup de choses dans les silences. Des fois, c'est plus riche une question à laquelle on ne veut pas répondre qu'une question à laquelle on veut répondre. En fait, c'est ce qu'on trouvait et c'est pour ça qu'on a laissé ces moments-là. Mais il y a toute la question de l'agentivité de ces personnes devant la caméra. Et c'est sûr qu'il ne se passera jamais la même chose dans un espace donné quand il y a une caméra et quand il n'y en a pas. Mais la question, je pense que c'est de Pardon qui dit il faut pas réfléchir à est-ce que c'est vrai
ce qu'on montre, est-ce que ce moment-là arriverait si je n'étais pas là? Ce moment-là n'arriverait jamais si je n'y étais pas, si la caméra n'était pas là. Mais si ce qui se passe à ce moment-là, dans la relation, dans l'espace-temps, si ça c'est authentique, ben c'est la vérité du film et ça suffit, quoi. Ça se vaut en soi. Il dit ça aussi. Il dit avant de filmer, avant de tourner, les gens disent un tas de choses. Il allume la caméra, ils disent tout au contraire. Ils mentent. Et ils mentent. Et il dit ça, il dit qu'en effet, c'est pas la vérité, mais la vérité, c'est les rencontres. Ces moments de la caméra avec lui, avec cette parole. Donc c'est ça qui tient les lignes. Qui continue à faire ça. Alors Coutinho, qui a fait d'ailleurs Édifice Master, je ne sais pas si tu as pensé à ces films. Édifice Master, c'est vraiment un classique du cinéma documentaire brésilien. En fait, le cinéaste Eduardo Coutinho prend un édifice de classe moyenne de Copacabana et il filme pendant je ne sais pas combien de temps, mais il frappe de porte en porte et puis il fait une espèce de portrait sociologique de cet édifice. C'est magnifique. De classe moyenne. De classe moyenne, voilà, exactement. C'est pas du tout la même réalité socio-économique, mais bon, oui, c'était une de mes inspirations. Juste, j'étais en train de penser, déjà l'idée de la favela, elle apparaît, l'idée de favela. La favela apparaît, les favelas, avec les déplacements des populations. Donc, à la fin du 19e, début du 20e, il y a vraiment un changement total à Rio, ayant comme modèle Paris, haussmannien, etc. Et toute cette population qui habitait, les anciens esclaves qui habitaient au centre de Rio, sont expulsés, ils vont vers les favelas. Donc, il y a un déplacement de population du Brésil à ce moment, et également au moment de la construction du Brasilia. Donc, il y a toute une population du nord et du nord-est qui viennent construire Brasilia. Et, bien sûr, les projets n'ont pas pensé à eux. Et à la fin de Brasilia, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent autour de Brasilia, où il y a aujourd'hui plusieurs favelas autour de Brasilia. Donc, ces déplacements de population, même les Indiens, ils ont été déplacés dans l'histoire du Brésil à plusieurs reprises, des tribus indiennes qui ont été déplacées, et ça fait partie de l'histoire du Brésil, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Bonsoir et merci. Alors j'ai plein de questions, mais toutes les poser. Je voudrais juste revenir sur la question de l'espace, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me demande où est-ce que vous êtes resté avec l'équipe une fois que les tournages étaient finis. Est-ce que, à l'inverse de beaucoup de migrations pendulaires, vous êtes allé de l'extérieur vers l'intérieur le soir pour dormir de Rio, ou est-ce que vous êtes resté près de la favela, et comment est-ce que cette sortie de l'espace que vous filmiez a été perçue par les personnes que vous filmiez? J'ai contemplé l'idée d'habiter dans le squat pendant le tournage. Ça, c'est mon côté anthropologue. J'avais envie d'une immersion totale. C'était compliqué à réaliser pour diverses raisons, surtout pour des questions de sécurité, parce que c'est vraiment un lieu où il y a beaucoup d'affrontements armés. Juste pendant le temps du tournage, il y a eu 3 échanges de tirs, tiroteos, des moments où on ne pouvait soit pas entrer dans le squat, où on devait en sortir, in extremis, etc. C'est sûr que ces mouvements-là sont souvent exacerbés le soir, donc c'était compliqué pour notre sécurité. C'était compliqué pour des raisons de salubrité aussi. Il n'y a pas d'eau courante dans le squat. Comment ça fonctionne, c'est qu'il y a ces boyaux, mais qui descendent de la favela, qui est à l'eau courante. Et donc, il y avait des plages horaires, genre 2 heures le matin et 2 heures le soir, d'eau courante, non-stop, mais un jour sur 2. Donc, il fallait que les gens, c'est pour ça que les gens se promènent avec des seaux d'eau, etc. Donc, pour nous, c'est sûr, c'était un peu compliqué. Il y a la question du matériel, il fallait quand même faire nos transferts le soir, il y avait souvent des coupures de courant, tout ça. Donc, on s'est dit, OK, on va habiter ailleurs. Donc, on habitait dans un quartier de classe moyenne, dans un appartement, et on y allait chaque jour. Je pense que la sortie du lieu, on n'a jamais, c'est-à-dire qu'on était très clair sur,
la question ne s'est pas posée dans le sens où ils comprenaient très bien qu'on venait pas de là. Et quand il y avait justement des échanges de tirs, moi je me sentais toujours extrêmement coupable de quitter. Je voulais rester parce que j'étais comme, on est là, tu sais. Pourquoi ma vie vaudrait plus que la tienne parce que j'ai une voiture pour quitter. Mais j'étais aussi responsable d'une équipe et les gars ils étaient comme, on aime bien ton film, mais genre on va pas mourir. On n'a pas de gilet pare-balles. On ne voulait pas rentrer dans quelque chose. De toute façon, ça n'aurait pas eu lieu, mais des fois, il y a des gens qui font des tournages dans des favelas où ils ont un agent de sécurité armé. Je dis, jamais je ferais une chose pareille, c'est tellement aliénant, ça ne marche pas. De toute façon, on était protégés, en guillemets, par les trafiquants sur place, puis ils nous disaient très clairement, là, c'est le moment où vous devez quitter. Des fois, c'était comme, écoute, tu sais ce que tu veux, mais moi, si j'étais toi, aujourd'hui, je ne serais pas ici. On va quitter maintenant. Mais c'était très clair qu'on n'était pas on venait pas de cet espace-là et on n'appartiendrait jamais, c'est-à-dire qu'on était bienvenus. Mais dans ces moments cruciaux-là, les gens nous disaient, mais va-t'en, pars immédiatement, tu n'as rien à faire ici, tu sais, puis ça, c'était très clair. Donc, quand on a terminé le tournage, je pense que finalement, ça a peut-être été plus dur pour moi parce que je vivais une grande culpabilité par rapport à mon privilège. Tu sais, j'étais comme, à quoi sert-je? Vraiment, c'est quoi ma fonction en ce moment? C'était des questions existentielles. Tu sais, j'ai commencé une thérapie après ça parce que j'étais genre, vraiment quoi? Quelle différence est-ce que je vais faire? Tu sais, c'était un sentiment d'impuissance absolue, puis en même temps, essayer de se réconcilier constamment avec le choix de vie et de carrière que j'ai fait. C'est-à-dire, je crois en la puissance des histoires, de raconter des histoires et de donner une visibilité, de donner un micro à des gens qui, normalement, n'en ont pas ou n'en ont pas beaucoup, d'offrir une tribune plutôt. Donc, j'essayais de faire la paix avec ça, mais je pense que ça a été plus dur pour moi, finalement, la sortie de cet espace-là, parce que je savais pas quoi faire. Tu sais, on a été quand même, les gens nous disaient beaucoup, t'as été comme notre psy, parce qu'ils avaient un espace de parole, un espace pour s'exprimer, puis là, on recevait des confidences, mais vraiment très dures, puis là, je me sentais très, très impuissante par rapport à tout ça, puis on aurait pu faire un film beaucoup plus dramatique avec les confidences qu'on a eues à la caméra, mais la notion de pudeur était toujours là, qu'on voulait vraiment respecter leur intimité, respecter leur dignité aussi, puis pas justement sombrer dans un film misérabiliste ou renforcer des clichés aussi par rapport à la favela. Donc on a essayé d'y aller assez sobrement par rapport à l'évocation d'expériences traumatiques, par exemple, ou le choix de, par exemple, ne pas montrer d'armes directement. C'est pas besoin de voir des armes pour comprendre qu'il y a des armes. Donc on a fait ce genre de choix-là au montage pour dans cette optique. On a une autre question, mais la transition était assez bien faite parce que tu disais sur la présence des armes à l'écran. En fait, à un moment d'une interview, tu demandes à une femme, vous voyez beaucoup de drogue ici, elle te répond j'aime beaucoup ma vie à l'IGBE, mais la drogue c'est ce qu'on voit le plus ici. Et si je ne me trompe pas, tu as fait le choix de ne jamais montrer la drogue à l'écran. Est-ce que c'est parce que voilà, ça suffit ou est-ce que c'est un choix délibéré mais pour une autre raison? C'était pour protéger leur sécurité, en fait, parce que si on voyait quelqu'un consommer de la drogue, il pourrait avoir un problème avec la police, et ça peut être assez brutal là-bas, donc c'était ça la première de mes préoccupations. Il y avait aussi la question de la dignité, en fait, je pense qu'il y a tellement une représentation médiatique dévalorisante de ces gens et des clichés autour du fait que c'est que des gens qui consomment du crack ou il y a effectivement parmi les gens du squat des gens qui consomment du crack et ce sont souvent les plus visibles parce qu'ils sont sur le trottoir devant. Bon, évidemment, les personnes qui avaient des gros problèmes de consommation n'étaient pas particulièrement intéressées à participer au film non plus. Mais il y avait aussi toute la question des trafiquants. C'était l'entente qu'on avait pour filmer dans une favela. Dans tous les cas, il faut demander l'autorisation du chef du trafic. Et on a été assez chanceux, oui, extraordinairement chanceux, parce que le chef à cette époque-là de Mangueira était quelqu'un qui avait une certaine conscience sociale, ou en tout cas qui voyait vraiment d'un bon œil le fait qu'on fasse ce film. Et vraiment, l'IBGE, c'était vraiment l'espace le plus
précaire de toute la favela, avec Villa Miseria, que Morango mentionne, le lieu tout en haut de la favela où c'est vraiment encore des petites baraques là, de fortune et tout ça, de toile ou de bois. Et il était vraiment... il nous encourageait beaucoup. Comme, je suis vraiment contente que tu veuilles donner de la visibilité à ces gens parce que c'est inacceptable les conditions dans lesquelles ils vivent. Parce que c'est vraiment, prendre le concept d'Achille Mbembe, c'est une nécropolitique. C'est délibéré ce choix de la préfecture de ne pas ramasser les poubelles. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est 2 étages complets de déchets. Mais ça crée des problèmes de santé. Je dis, c'est pas pour rien qu'elle a perdu son enfant. Rina, c'est pas la seule. Il y a vraiment un laisser, on met ces gens à l'écart délibérément avec ce genre de politique-là. Donc, le chef du trafic était vraiment favorable à l'idée du film et tout ça, mais le deal, c'était vous pouvez jamais filmer les trafiquants. Puis finalement, je voulais tellement filmer un trafiquant, de parler des trafiquants, que j'ai réussi à convaincre un des gars de faire une entrevue, mais finalement, c'était un peu ridicule parce qu'on les ça clashait trop, tu sais, puis c'était absolument merveilleux comme moment. J'ai eu une super conversation avec le gars et il m'a dit des choses mais merveilleuses, comme super, il faisait à peu près 42 degrés, il était là avec son masque, je sais pas quoi, de lucha libre, c'est n'importe quoi. Il m'a dit des choses super profondes et intimes sur son enfance, mais finalement, ça clashait trop parce qu'on est tellement à la proximité que tu imagines un trafiquant au milieu de ça. Non, ça marchait pas du tout. Donc, ça fait partie des 73 heures et demie qu'on a mis de côté. Mais on pouvait pas, puis on voulait pas. Puis d'ailleurs, il y avait un moment qui m'avait échappé, que Bautista m'a dit, puis là, j'ai dit, là, tu scrutes le film, puis là, tu me dis tout ce qui est problématique et tout. Et il y a un moment où, genre, on voit un gars passer au loin, puis on voit, mais moi j'ai jamais remarqué ça, mais apparemment on voyait l'arme, la forme de l'arme à travers le t-shirt. T'es comme, mais tu peux pas laisser ça. Voyons, c'est évident que c'est un trafiquant. Puis j'étais comme, comment, moi j'ai jamais vu ça. Donc j'avais pas ce code-là, mais il dit, regarde son t-shirt, n'importe qui de la favela va voir ça, puis il a le visage découvert. Donc on a coupé les plans et tout ça, mais tu sais, c'est très subtil en fait. Que pour moi ça l'était, lui, il trouvait que j'avais aucun sens d'observation. Autre question? Si je peux juste ajouter quelque chose sur ce point que je trouve très intéressant, parce qu'effectivement, il y a côté propreté et pas propreté. La propreté à l'extérieur du favela, en fait, la propreté, on la voit qu'une fois, on la voit qu'au Maracana. Quand elle présente les endroits où elle vivait avant. Et on la voit, et cette scène, j'ai oublié, je l'avais noté en plus bêtement, mais c'est une chose qui m'a fait marquer, c'est que c'est juste après qu'elle ait l'interdiction de vendre. Il y a quelqu'un qui lui dit sortez, arrêtez de vendre à cet endroit, et cette personne, elle a le t-shirt olympique. Enfin, elle a le t-shirt, elle est dans l'organisation. Et après, on voit énormément de policiers avec des espèces de, j'ai pas compris, des sacoches très bizarres aux jambes et tout. Ils avaient l'air très louches, ces policiers, beaucoup plus que les gens en tout cas autour. Et en fait, c'est archétypal du problème aussi olympique, qui est qu'au moment des Jeux, on va tout laver, ça c'est évident, comme on le fait pour n'importe quel événement. Mais là, en fait, aux Jeux Olympiques, le CIO, le Comité international olympique, est un comité de droit privé suisse associatif issu d'une loi spécifique qui a été votée pour le CIO. Donc c'est un droit qui n'est même pas un droit générique, qui permet d'exporter, si vous voulez, le droit suisse à la ville qui signe le contrat. Et donc une ville signe un contrat olympique, et pendant 4 ans avant et 4 ans après les Jeux Olympiques, on est soumis à une série d'obligations que l'on... Par exemple, ici, on enfreint totalement, parce que je suis persuadé que vous n'avez pas envoyé un mail au CIO pour demander si vous avez le droit d'utiliser le mot olympique ou Jeux Olympiques. C'est une obligation que j'ai fait à chaque fois, à chaque intervention, jusqu'à ce que je reçoive un mail en disant bon, on a compris, merci. Donc, ça veut dire qu'en fait, il se protège de choses que je ne comprends pas, mais en tout cas, ils se protègent, ils ont bien compris le système. Et dans la rue, en fait, si vous voulez, vous n'avez pas le droit de faire des pubs. Donc, je pense que ce qui est arrivé pour cette dame, c'est qu'elle n'a pas le droit de vendre manteau, ce qui n'est pas un partenaire des Jeux. Et en fait, vous allez avoir pour les Jeux de Paris, on va tous pouvoir en faire l'expérience, une privatisation de l'espace public autour des sites olympiques, dans lequel il y a une obligation de vendre que les marques olympiques. Alors c'est bien parce qu'on va avoir une disparition d'une grande partie des pubs, notamment dans le métro, mais on va remplacer par les pubs du comité olympique.
Et à Paris, on va peut-être avoir un conflit avec la mairie, on verra comment ça se passe à ce moment-là. Mais en fait, tout ça vient d'une histoire qui est assez symbolique, parce que les jeux, c'est que de la normalisation de problème en problème. Donc on a un problème à des jeux, on normalise pour les jeux d'après. On a à nouveau un problème, on normalise pour les jeux d'après, etc. Et tout ça vient d'Atlanta, où en 96, il y a eu les jeux d'Atlanta, qui sont les pires jeux de l'histoire écologiquement et marketingement parlant, puisqu'à Atlanta, on a construit un stade de la taille du Maracana qu'on a dynamité le lendemain des Jeux. C'est un stade temporaire, en béton, bien évidemment. Il y a des images incroyables à la télé, puisque le direct avait été prévu à la télé, et il y a un bus qui est passé en direct, qui a bloqué l'image. Donc les télés étaient dégoûtées, parce qu'elles ne pouvaient pas avoir le... Il y a plein d'histoires bêtes avec les jeux, mais c'est très intéressant, parce que ça montre tout leur objectif de mise en scène. Et en fait, à Atlanta, c'était Coca-Cola. On a appelé ça les jeux Coca-Cola. Et en fait, Coca-Cola avait réservé tout le centre-ville, mais Pepsi, qui est la marque concurrente, elle était bien intelligente, elle a acheté tous les gratte-ciel. Et elle a mis sa marque sur les gratte-ciel et pas dans la rue. Et depuis ce temps-là, le CIO a réglementé l'espace public. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce que c'est-à-dire qu'en fait, on vient obliger les villes, et les villes qui sont partenaires, donc toute Saint-Denis, Aubervilliers, va avoir ce système-là, avec une utilisation de l'espace public qui n'est plus réglementée par le droit privé, par le droit français, mais par un droit exporté de Suisse, et qui va poser plein de problèmes. Et en fait, c'est aussi pour permettre de faire des expérimentations urbaines. C'est ce qui a permis, notamment à Rio, de faire toute une série d'expérimentations sur la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité est le plus gros point des jeux, c'est souvent ce qui coûte le plus cher après la construction. À Paris, on estime que ça sera entre 800 millions et 1 milliard d'euros, le coût de la sécurité pour les jeux, sur un budget de 4 milliards. Donc on dépense 1 euro sur 4 à la sécurité. Et ça, c'est vraiment, à Rio, on l'a vu par la pacification, on l'a vu par la mise en place de polices privées autour des sites pour que la police d'État puisse s'occuper des favelas pendant ce temps. Donc si vous voulez, il y a toute une série d'éléments, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de professionnels de la police en France pour faire les Jeux de Paris. Le déploiement de forces de l'ordre à Paris devra être de l'ordre de 100 à 120 000 policiers. Il y a 120 000 policiers en France. Donc vous êtes obligé de passer par des opérateurs privés pour pouvoir faire ça. On va mettre des barrières et ça. Donc ça, c'est un aspect des jeux qu'on ne voit pas dans les images. On ne voit pas non plus. Je m'étais demandé d'ailleurs si vous aviez vu les grandes palissades autour du Maracana. Enfin, c'est quand même impressionnant. C'est un attirail. C'est une chose. À Tokyo, ils avaient un problème de palissades. C'est très bête comme idée. Il n'y avait pas assez de palissades au Japon. Donc il a fallu en importer des pays d'à côté pour pouvoir entourer. Donc c'est toute une série d'éléments très techniques. Et à chaque fois, je le sors en anecdote parce que je trouve que c'est des anecdotes trop, mais il faut quand même se rendre compte de l'imposition aux citoyens qu'il y a autour de ces éléments. Et ça me fait poser une question d'ailleurs. Est-ce que vous aviez dans le favela des gens qui ont travaillé sur les sites olympiques? Non. Non. Il n'y a personne qui a été embauché? Vraiment de façon assez éloignée. Par exemple, Nain, qui est cet homme qui dit « Je viens d'un monde où personne ne voudrait venir », celui qui cherche sa preuve de résidence. Nain, il a été engagé pour genre déplacer des barrières et tout ça, mais c'était parce que à Rio, utilisant le prétexte de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques, il y a eu tout un projet de soi-disant revitalisation de la zone portuaire. Et en fait, il n'y avait aucun événement olympique en soi dans la zone portuaire, mais ils en ont profité pour construire beaucoup d'hôtels. C'est un lieu qui avait été vraiment abandonné depuis que le port de Rio avait pratiquement cessé ses activités dans les années 60-70. Ils ont construit le grand port de Santos à quelques centaines de kilomètres. Donc le port de Rio avait été vraiment laissé à l'abandon depuis comme une cinquantaine d'années, 40-50 ans. Et donc là, c'est devenu un lieu, il y a des centres de conférences, un gros aquarium, des hôtels et tout ça. Et il y avait eu un événement justement de Coca-Cola dans un ancien entrepôt qui est devenu une espèce d'endroit un peu hype, genre pour déplacer des clôtures, des affaires comme ça, mais tu sais, c'était vraiment de loin, puis jamais officiellement employé par le comité ou quoi que ce soit. Mais Liana, quand elle entre dans le stade, en fait, elle sait qu'elle va être expulsée. Elle y va parce qu'on est là. Je dis, peux-tu y aller? Et elle me dit, mais c'est sûr qu'ils vont me foutre dehors, mais parce que vous êtes là, ils vont être cool. Et c'est pour ça que l'agent de sécurité lui parle de façon très gentille. Hein, parce qu'elle le raconte après, il y a d'autres moments où elle y retourne et il lui confisque sa marchandise. Mais là, tu sais, c'était pas très joli de faire ça à la caméra, donc gentiment, ils lui disent de sortir. Mais on a un petit peu poussé l'affaire pour qu'elle puisse entrer, etc. Puis, donc la caméra, à ce moment-là, était un peu comme sa protection pour qu'elle puisse le faire. Puis elle le faisait parce qu'elle a aussi
personne qui a du courage, puis elle aime ça narguer un peu l'autorité, mais elle a dit dans le film, elle dit, je te l'avais dit, c'est à moi qui parle, je l'avais dit que je l'avais dit, mais ça savait qu'il n'arriverait rien de grave parce qu'on était là. Des questions sur votre prochain film. Ah oui, je vais peut-être finir avec ça, mais je crois que c'est ce gars derrière que je peux dire. Voilà, une question peut-être plus, j'imagine, où on fait une intervention. Je peux parler, tout le monde peut comprendre, j'imagine. D'abord, j'ai déjà dit ça une autre fois, félicitations pour le film, avec l'amour. Mais je considère intéressant cet regard intérieur, ce regard des gens de lieu. Et malheureusement, on ne peut pas faire un film avec cet regard à chaque lieu des Jeux Olympiques, Messieurs Olympiques. Donc, parce que c'est intéressant, fait ici à Paris, dans un bon lieu, les gens du local, à donner le regard de la région, de la population, qu'est-ce qui se passe. Une chose, c'est le regard politique, l'autre, c'est le regard des gens du quotidien, c'est qui passe pour la situation. Parce qu'on sait que la vérité, c'est qu'on regarde dans la télé, c'est les bons côtés, c'est joli, c'est fantastique. Comme il y a des touristes qui vont au Brésil, ils se voient Copacabana, Ipanema, les bons bars, les bons quartiers top de top. Mais on sait qu'après traverser le tunnel, il y a une autre réalité. Ils sont des gens vivants. Donc, Paris, ce n'est pas le même niveau. Je suis brésilienne, je suis de Rio, je suis du quartier populaire. Je suis en France depuis 11 ans. Donc, femme noire, résistance, et des études, de licence, master, maintenant doctorat. Mais ce n'est pas la réalité de tous mes amis du Brésil qui viennent des quartiers populaires. Je n'ai pas grandi dans les favelas, mais des quartiers populaires. Et qui ne connaît pas, ne fait pas la différence entre ces favelas ici. J'ai pas marché, qu'est-ce que je parle, comment je peux réagir? C'est toujours dangereux. Mais ici, je travaille à Sarcelles, 91, il y a des gens parisiens qui ont peur de Sarcelles, par exemple. Donc, la mort fait partie de notre quotidien jusqu'à côté, à moins de 40 minutes d'ici, de Paris. Bien, ici n'est pas Paris non plus, 93. Donc, s'il y a de l'argent pour travailler, pour faire des films, donc ça sera intéressant de faire le regard intérieur ici des gens des banlieues. Qu'est-ce qui passe derrière les barrières des gros choses, des millions, des millions, des millions, des millions, des rêves qui proviennent de réalité. Merci. Merci. Mais je suis sûre que ça se fait. Je ne suis pas au courant de tel projet documentaire, mais c'est sûr que ça se fait. Je pense que chaque jeu a son regard inverse, son retournement de la caméra. Losing the Marshes autour de la mobilisation citoyenne pour le parc des Marshes. Oui, tout à fait. Il y a quand même un gros... il y a du monde qui travaille sur les jeux. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Je fais un petit appel aux chercheurs qui voudraient. On est un peu seul en recherche, à faire de la recherche un peu sérieuse sur les jeux. C'est assez compliqué. On est très peu à Paris, contrairement à Londres et Rio, où il y avait un grand nombre de gens qui travaillent sur les jeux. Parce qu'en France, beaucoup de chercheurs considèrent que les jeux, c'est cracra, il ne faut pas travailler dessus. Et donc ça, c'est un vrai problème. Voilà, si vous connaissez les gens qui ont une envie de rejoindre les études olympiques, ça serait pas mal, parce qu'on est trop peu nombreux. Vous payez bien correctement. Au collège condensé, avec grand plaisir. Mais oui, non, mais il faut parce que c'est un sujet qu'il ne faut pas considérer juste comme le sport, c'est pas bien. En France, on fait beaucoup ça. On n'aime pas le foot, on n'aime pas le sport, d'un point de vue intellectuel et élitiste, et donc on ne va pas étudier les jeux, c'est un vrai souci. Ce qui fait que Paris est une des éditions les moins documentées pour l'instant, alors que c'est quand même une des éditions phares du monde olympique. Donc c'est un peu dommage, on n'a pas de données correctes en grande partie pour savoir ce qui se passe pendant les jeux, donc on est très peu nombreux à les faire. Si vous avez des gens intéressés, lancez-les sur la piste. Alors, le prochain film. Je suis en processus de montage d'un film que je co-réalise à Montréal avec une demandeur d'asile congolaise qui vient de Kinshasa.
Et donc, le film documente le processus de demande d'asile et les différentes audiences qu'elle-même et sa famille ont dû passer pour obtenir ou non le statut de réfugié. Donc, en fait, il y a une route migratoire qui est de plus en plus populaire, qui existe depuis environ une dizaine d'années, par voie terrestre depuis le Brésil jusqu'au Canada. Ça a commencé avec un groupe d'Haïtiens qui avait été accueillis au Brésil suite au tremblement de terre de 2010, mais n'ont pas trouvé au Brésil les conditions de vie qu'ils espéraient et ont comme ça décidé de remonter les Amériques jusqu'au Canada. Et l'élection de Trump a aussi beaucoup fait augmenter, en fait même exploser le nombre de demandes d'asile au Canada, de personnes qui avaient un statut temporaire, par exemple aux États-Unis, mais ne se sentaient plus en sécurité, avaient peur d'être déportés. Justin Trudeau a fait en 2017 une annonce en disant tous les réfugiés de ce monde venus au Canada, on va vous accueillir. Ça a fonctionné. Et donc, il y a eu une recrudescence des demandes d'asile. Et donc, Peggy Nkunga et sa famille ont fait ce trajet en 2018. Ils sont partis de São Paulo. Ils ont quitté le Congo avec un visa pour le Brésil. Mais du Brésil ont remonté les Amériques par voie terrestre. 11 pays traversés clandestinement. Et ils sont en train de... Voilà, ils attendent en fait leur réponse qui devrait arriver incessamment. Donc, le film les accompagne sur une année, en fait, dans toute leur... l'écriture de ce récit migratoire pour que ça convienne aux cases et aux catégories de réfugiés à protéger ou de faux réfugiés qu'on doit absolument envoyer et tout ça. Donc c'est toute cette relation entre la famille et puis les politiques migratoires canadiennes. Donc ça devrait sortir l'année prochaine, éventuellement. On est en processus de montage, c'est toujours... ça faisait longtemps que je n'avais pas vu l'autre Rio, donc je l'ai regardé avec vous dans la salle. Des fois, je suis inquiétante quand même. Ça fait rare. Mais c'est bien, ça m'a rappelé que oui, dans 75 heures, on réussit à trouver quelque chose. Parce que là, je suis comme, comment je vais faire un film? Je réussis. Il y a toujours un moment comme ça d'anxiété. Le montage avait duré combien de temps? Je crois qu'on a eu 16 semaines. Ah ouais. Ça a eu tant d'heures d'entretien, effectivement. Pardon? Il y a eu un gros travail, effectivement, de sélection. Ah oui, oui. Pour faire un film où il ne se passe rien. Mais oui, c'est long. C'est long, un long métrage, un documentaire. Il y a un script, mais après, il y a ce qu'on trouve. En réalité, il se passe plein de choses tout le temps. Oui, c'est je peux dire ça. Vous pouvez dire entre J'y pensais parce que pour le Juego de Cuba qu'on va présenter vendredi, il y a des plans qu'on a appelés en référence au film de Zou, les pillow shots, qui sont des plans vides. Mais dans votre film, les plans presque jamais sont complètement vides. Il y a toujours quelqu'un qui passe, un enfant. Donc on est tout. C'est pas des pauses narratives en fait. La narration continue. C'est vraiment. Il se passe plein de choses. En tout cas, on est fascinés dans le film. Je ne l'aurais pas fait si j'avais vraiment trouvé qu'il se passe. C'est beau aussi qu'il se passe plein de choses. Aussi quand il se passe. Oui, parce que notre regard change en fait. On est vraiment attentif aux petites actions microscopiques, aux détails, et ça parle beaucoup. Comme le silence. Après, juste pour terminer, je pense que aussi votre film, là, le décalage aussi qu'il propose par rapport à cet événement planétaire qui est en train de se jouer à quelques centaines de mètres et dont vous montrez que quelques images très bien choisies avec des moments très symboliques, l'ouverture, la clôture et puis 2-3 moments où ça passe par la télé. Et je trouve que là, encore plus, c'est très fort en fait parce qu'ils vivent, la vie continue, le quotidien continue à côté de cet événement surmédiatisé et en fait il ne vient... Enfin, je pense que... Moi, je trouve effectivement que l'idée de les voir, de ces plans aussi, de filmer l'espace, aussi d'intégrer l'espace et après de cette lenteur un peu du rythme, je trouve que ça amplifie encore plus la force en fait de ce choix. Et de ce décalage, parce qu'on voit là, pour moi c'est violent en fait, c'est violent en fait, de le voir si à l'écart de ce qui se joue à quelques centaines de mètres. En fait. Si oublié, si... Et en fait, ça ne les intéressait pas du tout. Il fallait vraiment que je pousse la note. Puis on a vraiment mis au montage tout ce qu'on avait sur les Jeux Olympiques. Là, on a même changé les images dans certaines télé parce que vraiment, ça ne les intéressait pas du tout.
La seule chose qui nous intéressait, c'était est-ce que le Brésil allait se prendre sa revanche de l'Allemagne qui les avait complètement lessivés 7-1, finale de Coupe du Monde. Donc, le Brésil a réussi, c'est pour ça qu'ils sont tellement contents que le Brésil gagne, mais vraiment, c'est la seule chose qui nous intéresse. On le voit, on le sent. Le foot, c'est la seule chose qui nous intéresse. C'est la seule affaire autour de laquelle ils se sont mobilisés. L'ouverture, la fermeture, un petit peu, mais pas fermeture. Clôture, cérémonie de clôture. Voilà. Mais c'est à peu près tout. Hein. C'est vraiment comme si ça se passait à l'autre. Les enfants qui dansent au moment du patinage artistique, c'est magique. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'était flou. Je pense qu'on va peut-être. Après, on peut encore continuer à. Merci beaucoup.